On va prendre le temps de développer un petit peu sur la journée qu'on vient de vivre et puis surtout avec cette question, est-ce que c'est une étape vers la grève générale? Est-ce que c'est une étape vers la démission de Macron? Et comment faire pour avancer dans cette direction? Pour en discuter ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un représentant des héros du jour, à savoir les conducteurs de métro. Laurent, bienvenue. Laurent, tu es conducteur sur la ligne 9, Ouais. militant syndical, et tu fais partie des grévistes qui ont bloqué en partie l'Île-de-France aujourd'hui. Ça a un peu rappelé 2019-2020, quoi. Ça faisait, je pense, depuis cette période-là qu'on n'avait pas vécu un tel niveau de blocage. On avait vu un beau blocage aussi à l'arrivée de Jean Castex à la tête de la RATP, quoi. Qui était quand même assez lourd. On avait du 59 minutes et on avait la journée entière, c'était vraiment magnifique, quoi. Irène, toi tu es étudiante à Paris 8, militant au Point Levé, bienvenue. Salut. Les facs aussi, on va en parler, mais on va surtout parler des lycées ce soir parce que j'ai l'impression que c'est le secteur un peu le plus dynamique dans la mobilisation. Exactement. Désolé pour vous, mais il va falloir taffer. Et bien sûr, l'inénarrable Anas Kazib. J'ai même plus de force pour rigoler. Bonsoir. Anas Kazib avec l'énergie du désespoir, on va dire, qui lui permet de tenir encore quelques heures cette journée qui a été intense pour un petit peu tout le monde, ici. Mais peut-être pour commencer rapidement, je disais hors antenne que peut-être qu'on va commencer par la fin et discuter un peu de ce qui s'est passé en cette fin de manifestation, parce que vous êtes tous les trois à avoir terminé la journée sous les charges des CRS, sous les gaz, et avec un certain nombre de camarades blessés, réprimés, tabassés ce soir, qu'on salue d'ailleurs, parce que ça a été très violent. Les vidéos, vous pouvez les retrouver sur Révolution Permanente, mais aussi sur tout un tas de comptes de journalistes. Et il y a eu une énorme répression en tête de cortège à la fin de la manifestation. Bruno Retailleau avait annoncé d'une certaine manière ce matin, il avait commencé par une conférence de presse en disant on se méfie parce qu'il y aurait des milliers d'individus très dangereux. C'est pour ça qu'il faut déployer 80 000 policiers et gendarmes comme au moment du mouvement des Gilets jaunes et comme le 10 septembre. Finalement, ceux qui ont été très dangereux et qui ont été aussi très nombreux, c'est effectivement les policiers et les gendarmes eux-mêmes, puisqu'on a vu en fait des charges totalement hallucinantes en fin de parcours de la manifestation, sans trop comprendre ce qui s'est passé, à part qu'il y avait clairement une stratégie dans tout ça qui était d'imposer une forme de chaos pour dire que finalement ça avait quand même un peu... les gauchistes avaient quand même un peu foutu le bordel. Bah non, mais en gros on a manifesté quand même pendant plusieurs heures assez tranquillement. Et quand on a commencé à arriver vers Nation, la police a coupé le cortège en deux, on commençait à charger, gazer, etc. Moi, j'étais au milieu du cortège, et c'est en voyant les images, en fait, après les vidéos, que j'ai vraiment compris ce qui s'était passé. Parce qu'il y a des images de notre cortège, du pôle qu'on avait formé dans la manifestation, où la police tabasse, matraque les camarades qui étaient sur la première ligne, quoi. Et du coup, en fait, ça a été le bordel total, ça a été le chaos. Voilà, on voit un peu les images là. Ça, c'est des images de Jules Ravel. Vous voyez, en fait, d'un coup, ils sont sortis des rues adjacentes et ils ont décidé de péter le cortège de tête dans lequel vous étiez, avec un pôle grève générale avec un certain nombre de secteurs. Même là, on voit ils arrachent la banderole. Ouais. Ils arrachent la banderole, on voit, c'est hallucinant, quoi. Laurent, t'étais dans le cortège ? Non, j'étais pas du tout à ce moment-là, à ce niveau-là. Donc j'ai pas vu ça, quoi. Ok. Bah, en tout cas, vous voyez, on peut continuer à diffuser les images, mais les images de Carole Siboni qui était depuis la manif, mais charges extrêmement violentes, coups de matraque, des gens tabassés à terre. Et je pense que c'est important de le dire parce que du coup là on n'est pas en train de regarder les chaînes de télé et les chaînes d'infos, et on est content que vous débriefiez avec nous. Mais je ne sais pas ce qu'ils sont en train de raconter sur ce qui s'est passé. Parce que moi j'imagine que des scènes comme ça sert quand même à dire que c'est parti en vrille, qu'on ne peut pas manifester, etc.
alors que on a affaire quand même à une tentative de couper le cortège directement venu des forces de répression, quoi. Bah, non, mais bon, après, en vérité, moi, pour avoir un peu écouté vite fait ce qui se disait sur France 5, tout ça, là, ce soir, en débrief, il disait qu'en gros, c'était surdimensionné de la part de Rotaillot. Après, ils disent que, en gros, le fait qu'il ait demandé d'intervenir immédiatement, etc., de jamais laisser aucun espace et autres, que en gros, c'est ce qui a aussi permis. Eux, ils essayent de le dire de façon positivement, ça a permis d'éviter. La réalité, c'est qu'ils disent aussi en même temps que c'était surestimé la réalité de la violence de la manifestation. Alors oui, il y avait un petit peu de casse parce qu'il y a des secteurs qui se forment autour du Black Bloc, etc. devant, mais qui sont un peu ça existe dans toutes les manifestations, qu'il y a un Black Bloc, etc., qu'il y a un peu d'affrontement, un peu de casse. Mais en vrai, pas plus qu'ailleurs. Lui, le problème, c'est que Rotaillot, il a chauffé en disant qu'il allait avoir 10 000 personnes qui viennent en France pour casser, etc. Et qu'en réalité, mis à part un peu d'abri de bus, un peu de poubelle, etc., il n'y avait pas grand-chose, quoi. C'était pas la guérilla urbaine Non, mais ça contre... se voyait sur les images, d'ailleurs. Et donc, c'est vrai que les flics, du coup, en fait, ça se voit qu'ils se faisaient un peu chier et qu'au moindre petit truc, ils voulaient absolument charger. Donc, bon, nous, là, les images, ce qui est assez important à retenir, c'est qu'on a réussi à faire un pôle en tête de cortège de la manifestation, devant les cortèges d'intersyndicales, qui a réuni plusieurs centaines, sinon quelques milliers de travailleurs, de jeunes, d'étudiants. Il y avait des cortèges d'assemblée générale lycéennes et lycéens qui étaient présents en nombre. Bah là, si peut-être Carole, elle met les images, vous allez voir, en fait, c'est tout le cortège. Là, tout ça, c'est notre cortège, voilà. Et vous voyez le ballon solidaire, c'est le premier ballon normalement qui doit venir et vous le voyez pas encore. Donc tout ça, c'est le cortège qu'on a formé. Vous voyez, il y a une banderole lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles, etc. Donc on a constitué un pôle ultra combatif et radical, voilà, où ça chante. Là, je vois des camarades de Keolis dans le 77. Vous voyez le ballon? Tu peux mettre pause, mais tu peux mettre pause, Carole. Voilà, vous voyez le ballon solidaire. Donc vous imaginez la taille du cortège. Nous, on était juste devant. C'est le petit point rose là au fond à gauche. Voilà. Donc tout ça, c'est le cortège impressionnant du pôle où en fait on a animé non-stop de Bastille jusqu'à la fin du parcours. Et l'idée, c'était depuis la gare du Nord où on était rassemblés ce matin, de dire voilà, c'est aux assemblées générales, c'est aux travailleurs, aux étudiants, aux lycéennes, lycéens, etc. C'est à nous tous de penser, de réfléchir à la suite, la stratégie du mouvement et pas à l'intersyndicale. On va en parler après derrière, mais c'est clair et net que ça sent mauvais du côté de l'intersyndicale. Moi, je trouve que ça reste quand même une journée hyper importante. Alors oui, on n'est pas sur les chiffres de 2023, mais compte tenu de l'entre-deux, entre la démission de Bayrou, la nomination de Lecornu, il fait que même les bourgeois, ils s'étonnent, quoi. À la télé, ils disent, mais je comprends pas pourquoi les gens, ils manifestent. Pour eux, c'est quelque chose d'hyper important. C'est-à-dire que les médias, les politologues, ils saluent et ils voient bien qu'il y a quelque chose d'une colère profonde et sourde qui existe, parce que les gens, ils font pas grève. Les conducteurs, les collègues à Laurent, ils se mettent pas en grève à 90% pour le vent, quoi. Donc il y a bien quelque chose qui est en train de se passer. Et pour nous, le fait de constituer ce pôle depuis la gare du Nord, fait que voilà, on voulait faire une démonstration politique. Et très sincèrement, si les flics nous ont chargés, parce que c'était simple le sujet qu'on abordait, c'est typiquement pour attaquer politiquement. Enfin, quand tu vas aller chercher une banderole, aller l'arracher parce qu'il y a écrit Macron démission, grève générale, ils savent bien ce qu'ils attaquent. Dans les images, on voit, il y a des cheminots en gilet, il y a des drapeaux de la CGT, de Révolution permanente, etc. Le cortège, il est identifié. Enfin, je veux dire,
regardez la gueule du cortège, on voit bien que c'est pas le Black Bloc. Je veux dire, les CRS et les gendarmes, c'est pas des lapins de 6 semaines. Ils sont habitués aux manifestations parisiennes. Ils savent très bien ce qu'est le Black Bloc. Regardez, vous avez un cortège devant, vous avez un cordon de sécurité qui est composé exclusivement de travailleuses, travailleurs et d'étudiants. Vous voyez les gilets orange, Sudrail, etc. C'est hyper fort en fait, c'est-à-dire que de manière auto-organisée, c'est les travailleurs et les étudiants du pôle de Gare du Nord qui ont décidé de leur propre chef de faire la sécurité et de protéger les copains et les copines qui étaient dans le pôle. Et tout ça était... Tout le monde le savait. Ouais. Donc le fait que tu veux le réprimer à la fin, c'est aussi pour essayer de dissuader, parce que oui, chez nous, ça se passait très bien, et ça, voilà, enfin, les images, elles sont magnifiques. Ouais, justement sur ça, Laurent, toi, tu fais partie des travailleurs qui ont appelé à manifester en tête de manif. Ouais. C'est-à-dire, on a publié sur Révolution Permanente un coup de gueule de toi, justement, sur cette question, où t'expliquais un petit peu l'esprit que tu voulais voir dans la manifestation, un appel un peu à faire autre chose que juste des cortèges syndicaux un peu tranquilles. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi c'était important de défendre ça et puis Alors c'était important pour avoir ce résultat-là justement, quoi. Comme dit Anna, c'est juste magnifique, quoi. Je veux dire, ces images-là, tu peux, à mon avis, les regarder des jours et des jours. Tu peux pas t'en lasser, quoi. Massif, déterminé, assez calme, tu vois, c'est pas le Black Bloc comme il le disait, tu vois, c'est pas des gens en fait qui sont venus pour casser quoi que ce soit, c'est simplement des gens qui sont venus dénoncer en fait d'une certaine manière l'intersyndicale, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, ta grève, elle t'appartient. C'est toi qui perds en fait de l'oseille quand tu fais grève, c'est toi qui te mets en grève, c'est toi qui fais ta déclaration, c'est toi aussi qui fais ta reprise du travail. J'imagine pas, si tu veux, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse ôter ça à un salarié. Tu vois. Et ça, c'est hyper important donc de dépasser les syndicats et de faire ce genre de choses parce que, pour moi en tout cas, voilà, ça remet, là je vais reprendre une expression qu'Anna utilisait en 2019-2020, l'église au centre du village, quoi. Quand tu fais des choses comme ça, voilà. C'est mon côté chrétien. Rappelles, voilà, ok. Tu rappelles en fait quoi, que la grève est aux travailleurs et pas aux bureaucrates syndicaux. Et il y a un autre truc que sur lequel tu as insisté qui était fort, c'est que non seulement aux travailleurs, mais tu disais aussi chômeurs, gilets jaunes, jeunes, etc., quoi. Tout à fait. Alors, parce qu'en vérité, c'est un problème citoyen, quoi. Tu vois, c'est voilà ce que tu vis aujourd'hui dans ce pays-là, que tu travailles ou pas, peu importe, tu le vis. Tu le vis, tu morfles, quoi. Je veux dire que quand tu travailles, tu morfles. Quand tu travailles pas, tu morfles. Quand t'es étudiant, j'en parle même pas. Quand t'es retraité, ça c'est un petit regret, j'aurais dû en parler dans la vidéo. Je sais pas pourquoi, parce que là aussi, il y a énormément de choses à dénoncer. Donc voilà, si tu veux, c'est tout le peuple français, quoi, qui est en train de se faire mettre à l'amende et par moments, tu as l'impression qu'il y a un petit peu des appareils d'État qui se disent appareils de défense du salarié, qui ne le sont pas vraiment, quoi. Qu'ils le sont, mais qui le sont en soi, si tu veux, mais qui, voilà, à la tête de la pyramide, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, quoi. Tu parles des bureaucraties, des Je syndicats. ne parle que des bureaucraties, en fait. Alors, c'est pas tant l'outil syndical en lui-même, quoi, si tu veux, c'est une bonne chose, en vrai. Tu vois. Après, c'est toujours pareil, c'est en fonction de qui sera à la tête de cet outil-là, quoi. Et juste pour continuer sur ça, tu parlais des gilets jaunes. Oui. Toi, tu as été gilet jaune. Pourquoi c'était important Alors, je l'ai été très peu. Je ne vais pas te raconter l'histoire, je l'ai été très peu. Sur la fin, voilà, j'ai pas du tout été dans les samedis du départ où c'était quand même assez long à lancer, etc. etc. J'ai dû faire 3 ou 4 samedis, j'en ai pas fait plus. Donc pourquoi c'est important ? Parce que c'est une forme de contestation. En toute franchise, il n'y a pas plus honnête, quoi. Ça va pas, je descends dans la rue. Voilà. Tu vois, c'est super simple. Ouais, c'est basique et ça marche à tous les coups. Ouais. Voilà, c'est pour ça que la répression aussi en face était très très forte. Parce que je pense qu'ils savent que voilà, tout ce qui peut descendre dans la rue peut être un problème en fait pour l'État actuel, quoi, pour le système actuel. Super. Irène, toi, du coup, côté jeunesse, c'est un secteur, on va dire, qui était très important le 10 septembre. Je pense que s'il y a un bilan que tout le monde a dit le 10 septembre, c'est que c'était radical, c'était politique, au sens où les gens, ils voulaient pas juste... c'était pas revendicatif au sens étroit,
mais il y avait un truc très radical de contester, un peu comme disait Laurent aussi, quoi, le système en général, l'autoritarisme du régime, plein de choses, la vie, la précarité, etc. Et la jeunesse, quoi, une présence très forte de la jeunesse. Et toi, tu étais déjà à l'AG de Gare du Nord du 10 septembre. Avec des étudiants de Paris 8, vous étiez à l'AG de Gare du Nord aujourd'hui. Et il y avait plusieurs cortèges de fac et de lycée qui étaient présents en cortège de tête. C'est quoi un peu l'état d'esprit et un peu la logique, pareil, d'essayer d'exprimer ça dans la manifestation aujourd'hui? Ouais, c'est intéressant parce que le 10 septembre, on a été des dizaines de milliers de jeunes à participer aux manifestations et comme tu disais, il y avait un état d'esprit ultra radical. Moi, ça m'a rappelé les manifs post-49.3 au moment de la réforme des retraites en 2023, les manifs à la Concorde, avec un état d'esprit en mode on va aller chercher Macron, on va obtenir la démission de Macron, là, le retrait de la réforme des retraites et potentiellement encore plus, quoi. Et qu'on a beaucoup vu ça en fait la semaine dernière dans les manifs sauvages auxquels moi j'ai participé après la GA Gare du Nord et après toute la journée et toute la soirée. Et je pense que cet état d'esprit on l'a revu aujourd'hui dans la mesure où la jeunesse elle a encore manifesté de manière très importante le 18 septembre. Et ce qui est intéressant et ce qu'on voit très bien là dans les images ultra impressionnantes là du pôle, enfin en vrai revoir les images même je trouve c'est assez impactant. Mais c'est qu'on voit que la jeunesse, elle a participé massivement au 18 septembre, mais en refusant de manifester derrière les directions syndicales, justement, et en refusant de manifester derrière l'intersyndicale, de suivre en fait le plan routinier de journées de grève et de manifestations isolées, etc. Et qu'au contraire, ce cortège-là, il a cristallisé la volonté de tout un pan en fait, des jeunes qui se sont mobilisés cette journée de manifester aux côtés des classes populaires, aux côtés des travailleurs, qui en fait par la grève et par la mobilisation du 10 septembre en premier lieu et aujourd'hui la journée d'aujourd'hui ont en fait bloqué et mis sur la table la rentrée sociale de cette année, quoi. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a effectivement un état d'esprit radical et je pense que le fait qu'il y ait de nombreux jeunes qui se soient regroupés dans les cortèges de tête à Paris dans ce pôle-là mais aussi dans d'autres villes, je crois qu'à Montpellier aussi il y a plusieurs centaines de jeunes qui ont manifesté en cortège de tête aux côtés notamment de travailleurs sociaux. Ça montre cette aspiration à la radicalité, à aller plus loin que le plan proposé par l'intersyndicale, à en fait défendre des mots d'ordre comme la grève générale, la démission de Macron, etc. quoi. Et justement par rapport à ça, et j'en profite pour saluer le chat, hein. On est plus de 360 et au total on est plus de 700 sur les différentes plateformes. N'hésitez pas à poser vos questions, à nous interpeller, j'essaierai de me faire le relais. Mais c'est quoi qui radicalise la jeunesse? Toi ce matin t'étais sur les lycées, on a vu qu'il y avait pas mal de blocus. C'était peut-être un peu les images de la matinée, c'était les dépôts de bus RATP d'un côté avec des tentatives de blocage. Je dis tentatives parce qu'il y a eu beaucoup de répression. Oui. Et des blocus un petit peu partout en France. C'est quoi qui disent les lycéens sur les blocus? Et comment ça se fait que ce secteur-là, il est particulièrement un peu à l'offensive? Je pense que tu as raison de souligner ça parce que c'est vrai que les lycées, c'est quand même le fait marquant dans la jeunesse dans cette journée-là. J'insiste sur la question du chiffre parce que la semaine dernière, je crois que c'était 30 lycées bloqués. Aujourd'hui, c'était 75 lycées bloqués. Donc c'est énorme en vrai. Nous, on a réussi à couvrir une quinzaine de blocages, je crois, même un peu plus. Moi, ce matin, j'étais sur le lycée Sugère à Saint-Denis. Et en fait, au-delà de la question du nombre, ce qui est intéressant, c'est effectivement les revendications et ce qu'expriment ces lycéens et ces jeunes de 15, 16, 17 ans. C'est-à-dire que déjà, t'as tout un tas... t'as un énorme ras-le-bol et une énorme colère autour de la question de la pression scolaire, autour de la question de la surcharge de travail. C'est des lycéens qui te disent, en fait, on passe la journée à l'école de 8h à 18h. Quand on sort, en fait, on doit faire nos devoirs. Et après, on va manger, on va dormir. On n'a aucun temps libre. On n'a aucun temps pour faire du sport, pour aller au cinéma, pour voir nos amis, pour lire, etc. Il y a aussi une énorme colère sur le retrait du pass culture que j'ai trouvé grave intéressant. Notamment dans le 93,
où en fait, il y a une demande en fait, des jeunes de pouvoir accéder à la culture. Évidemment, il y a une énorme colère autour du manque de moyens dans l'éducation nationale. Et je pense dans le 93, c'est un des endroits les plus criants parce que tu as des bahuts où tu as des rats dans les couloirs, où en fait, quand il pleut, tu as des inondations dans les salles de classe. Moi, les lycéens de Sugères, ils racontaient ce matin qu'il manque tellement de chaises et de tables qu'il y a des lycéens qui doivent ramener des chaises de chez eux pour pouvoir avoir cours, quoi. Enfin, c'est à ce niveau-là, en fait, qu'on mesure les coupes budgétaires et austéritaires dans l'éducation. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent ça en parallèle aussi avec l'augmentation du budget de la police, du budget de l'armée et de cette même police qui est venue les tabasser et les gazer ce matin sur les lycées. Et après, un autre élément intéressant, c'est que tu as une conscience politique anti-impérialiste, internationaliste ultra forte, et qu'en fait, la majorité des blocus lycéens, en fait, on a vu des slogans sur la Palestine, pour la flottille, contre le génocide à Gaza, mais aussi en solidarité avec tous les peuples opprimés du monde entier. Il y avait aussi des slogans sur le Congo, sur le Soudan, sur Haïti, contre la colonisation, etc. Donc ça, et après, les dernières revendications que j'ai trouvées frappantes, c'est la question, en particulier dans le 93, enfin moi je parle beaucoup du 93 parce que c'est là-bas que j'ai étudié et que j'habite et tout, mais c'est autour de la question du racisme d'État, des violences policières et de l'islamophobie, et notamment le lycée Rosa Parks à la Plaine à Saint-Denis. La semaine dernière, ils ont bloqué une première fois, le 12 septembre. En plus, c'était trop mignon parce qu'ils ont bloqué, ils étaient en mode « désolé, on est 2 jours en retard et tout ». Et en fait, ils ont bloqué parce que quelques jours avant, il y avait un petit du quartier qui venait de se faire cracher dessus par un keuf dans le quartier de la Plaine. C'est une vidéo qui a grave tourné sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vue. Ouais. Et en fait, ils ont décidé de rejoindre et d'investir le mouvement du 10 septembre avec des revendications en propre contre les violences policières, contre le racisme d'État, mais aussi sur l'action de l'islamophobie. Enfin, t'avais des jeunes filles de 16 ans qui prenaient la parole, des jeunes filles voilées qui disaient en fait, nous quand on est voilées, on peut pas faire de sport, on peut pas aller à l'école, on est stigmatisé au quotidien, etc. Donc en fait, on voit qu'il y a un ras-le-bol et une colère générale et une politisation ultra profonde, quoi. Ouais, ça t'as nommé au-delà de la jeunesse, un phénomène que j'ai vu dans pas mal de grèves, parce que du coup, on a suivi toute la journée la mobilisation un peu dans tout le pays. C'est d'une certaine manière la diversité des revendications qui s'expriment dans le mouvement, et ça, j'ai l'impression que c'est un peu une nouveauté. C'est-à-dire, tu disais tout à l'heure, Anas, c'est pas les mêmes chiffres que le mouvement des retraites, etc. Mais un truc qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement qu'on pourrait dire qui est quasiment un mouvement offensif. C'est-à-dire, l'austérité, évidemment, ça existe, mais on va pas se mentir, tout le monde à peu près a compris que les deux jours fériés, c'est gagné, et qu'a priori, ils vont continuer à faire de l'austérité. Personne ne pense que tout est résolu. Mais ils ont compris quand même que le budget Bayrou tel qu'il avait été présenté et qui est le point de départ de cette mobilisation, il est plus d'actualité. Et du coup, malgré ça, il y a 2 journées de mobilisation qui sont très importantes en termes de nombre. Et il y a un truc assez surprenant qui se passe, qu'on ne voit pas dans les mouvements revendicatifs comme les retraites, où c'était très cantonné par l'intersyndicale à une revendication, l'abrogation de la réforme des retraites. Il ne faut pas parler du reste, il ne faut pas parler des salaires, il ne faut pas parler d'autres choses. On se rappelle, pendant la réforme des retraites, il y a des gens qui sont partis en grève pour les salaires. Et les syndicats, les bureaucraties syndicales les ont ignorés. En mode, ça, c'est pas notre combat, c'est pas... Et là, au contraire, j'ai l'impression que les gens, ils sont en train d'essayer de coller leurs revendications, on va dire, locales, ou en tout cas, les revendications qui les animent, à la dynamique nationale, quoi. Je dis que c'est pas juste local parce que dans certains coins, ça peut être de revendications très locales. Par exemple, Amazon à Brétigny, ils se mobilisaient sur des questions locales, mais en même temps, ils ont fait un piquet où ils ont invité tous les gens mobilisés le 10 septembre du 91 à les rejoindre. Il y a plein d'usines, des EHPAD. En Moselle, notamment, on a mis des articles sur RP où ça se mobilise pour des revendications locales, mais en même temps, il y a une aspiration à aussi participer au mouvement contre Macron, contre le gouvernement. Il y a des jeunes qui sortent, qui viennent dans les AG, notamment du 10 septembre, avec des drapeaux de la Palestine, et avec l'envie de continuer la mobilisation à travers ça. Et ça, c'est une dynamique que j'ai trouvée très, très intéressante. Anas, toi, comment tu vois cet élément-là, quoi ? C'est-à-dire un peu cette spécificité du mouvement que je pense qu'il faut vraiment souligner, parce que d'une certaine manière, là, c'est une nouvelle journée. Et on voit que c'est quand même rare que l'intersyndicale, elle appelle
à une journée avec plein de revendications qui soit pas un truc symbolique où il y a que des gens qui sont en délégation et qui sont que des syndicalistes. Là, on a une journée qui incarne quelque chose d'autre, quoi. Non, mais oui, c'est clair que c'est offensif parce que les grands mouvements qu'on a connus, 95, c'est contre le plan Juppé, 2010, c'est les retraites, 2016, c'est contre la loi El Khomri, contre la loi sécurité globale, contre la réforme par points, contre la réforme des cheminots, c'est souvent contre. Et c'est clair et net que là, il y a une mobilisation qui est totalement différente, c'est-à-dire que, bon, d'une part, elle n'a pas encore défini clairement quelles sont les 2-3 revendications centrales qui sont portées. Moi, je pense que peut-être, j'en vois deux principalement. Pour moi, la question de la démission de Macron, elle reste centrale, ou en tout cas la rupture avec le macronisme, elle est claire et nette. Après, peu importe ce qui est mis derrière. Alors, nous, ici, depuis Révolution Permanente, on porte le fait que exiger la démission de Macron, c'est aller au bout du processus, c'est-à-dire lutter contre la fin de l'institution présidentielle. C'est en finir avec la figure présidentielle, avec cette institution, etc. Et c'est d'aller porter des revendications démocratiques radicales et pas se casser la tête à faire des grèves pour refaire juste des élections. Même si c'est clair et net que faire tomber Emmanuel Macron, on est d'accord que par le mouvement social, ça serait déjà éminemment progressiste et ça mettrait... mais on voit bien, comme on dit souvent, que les élections, elles sont toujours un reflet plus à droite. Les gens, ils sont plus à droite dans leur manière de voter que quand ils vont manifester ou se mettre en grève, où le champ des possibles existe. Donc, je dirais qu'il y a une revendication pour moi qui est assez centrale, c'est autour de la démission de Macron. La figure présidentielle d'Emmanuel Macron, elle cristallise énormément de colère. Et la deuxième, il y a la question des inégalités sociales et de la taxation des riches. C'est-à-dire que ça, c'est un truc qui revient énormément. Le fait de taxer les riches, le fait que ça soit la bourgeoisie qui paye, etc., etc. Déjà, on le voyait dans les instituts de sondage, mais c'est clair et net que c'est une réalité aussi de terrain. Après, il y a la colère de la réforme des retraites. Il y a la colère de la réforme des retraites. Mais c'est clair et net que... c'est une agglomération, si ça se dit, une agglomération de revendications diverses. Voilà, il y a la jeunesse qui est la jeunesse et puis ceux qui se mobilisent dans le mouvement Palestine qui portent la question de la fin du génocide en Palestine. Il y a les personnes qui sont en lien et qui sont soucieux du rôle d'oppression que vivent les personnes racisées, les travailleurs sans papiers, etc. vont parler de la régularisation des sans-papiers. Il y en a qui vont dénoncer la police, les violences policières, etc., etc. Donc oui, on est dans un moment où en fait le mouvement il cherche aussi ses revendications, il essaye de discuter. Les gens mettent une somme de colère, c'est une somme de colère qui est dirigée. Maintenant, il faut aller au-delà de simplement exprimer la colère. Et moi, je pense que c'est beaucoup ça aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est 2 journées très réussies, mais 2 journées qui sont le reflet de la colère le fait de gens qui ont envie de crier d'une certaine manière. Tu sais, des fois, comme quand tu as envie d'ouvrir la fenêtre et tu as envie de gueuler un coup. Et voilà. Moi, je pense que maintenant, il faut qu'on réfléchisse stratégiquement et tactiquement comment, en fait, ça ne reste pas juste au stade de la colère, mais que ça reste... que ça aille vers la possibilité d'arracher des choses concrètes et avancer de manière offensive contre ce système-là. Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas que les personnes qui ont manifesté et qui se sont mobilisées considèrent que ça leur a fait du bien. Alors ça fait du bien, les gens ils sont ultra heureux, ultra joyeux, c'est un retour de morale, etc. contre les mois de fatalisme, de désarroi que les gens ont vécu après la réforme des retraites et notamment accentué avec les images terribles du génocide en Palestine. C'est clair et net qu'il y a une rupture avec cet état d'esprit-là, mais pour l'heure, j'ai l'impression qu'il y a aussi encore une forme, pas de fatalisme jusqu'au bout, mais une forme encore on ne sait pas par quels moyens on va arriver à obtenir certaines choses. C'est pour ça que l'intersyndicale, elle est en train de reprendre aussi d'une certaine manière la main, parce que le 10, bloquons tout,
force est de constater que ça n'a pas réussi à bloquer. C'est-à-dire que la stratégie initiale, qui était celle des assemblées générales, etc., qui pensait des actions coup de poing le jour J, le jour J n'a pas marché comme il le fallait. Et je ne sais pas si c'est une coïncidence ou non, mais les assemblées générales, après Irène, elle participe à certaines, elle pourra peut-être réagir là-dessus, elles étaient beaucoup plus faibles entre le 10 et le 18 qu'avant le 10. C'est-à-dire les AG, un peu partout en France, elles étaient plus faibles. Comme si les gens... Vous savez, ils ont testé quelque chose, ça n'a pas bien marché comme ils voulaient, donc ils considèrent que peut-être faut se ranger vers les directions syndicales. Donc on est dans ce moment-là, et en réalité, la suite, c'est vraiment le pouls de la population, de la société qui va nous le donner. C'est de voir comment les gens vont réagir aux déclarations de l'intersyndicale. Est-ce que ça va leur aller, ou bien est-ce que ça va créer une volonté de débordement. Donc voilà, moi un peu mon analyse un peu à chaud de ce que j'ai ressenti dans toute cette journée-là, quoi. Ouais, sachant que cette question-là des AG, elle est importante parce que, après Laurent, Irène, vous pourrez dire un petit peu, si vous avez suivi un peu les AG locales, c'est-à-dire les AG bloquons tout, au-delà des AG de boîtes, etc., c'est que d'une certaine manière, c'est vrai qu'elles se sont un peu affaiblies, on a vu autour des chiffres, etc., alors que d'une certaine manière, c'était un des trucs les plus progressistes qui existaient autour de la dynamique du 10, quoi. C'est-à-dire le 10, c'est bien la mobilisation, les manifs, les actions, même si elles ont été réprimées et tout, ça va dans le bon sens. Le fait de remettre au centre la lutte, quoi, tout simplement, c'est une étape importante. Mais en même temps, un des trucs très intéressants, c'était le fait que ce soit organisé par en bas. Et ça, c'est un outil extraordinaire, quoi. D'une certaine manière, le défi, c'est comment la volonté de s'organiser par en bas, elle rencontre la volonté de faire grève ou de se mobiliser dans les facs, etc., pour donner un espèce de mouvement de masse comme les retraites, mais contrôlé par la base, quoi. C'est un peu de ça qu'on parle quand on parle d'une grève générale politique. Bon, c'est encore plus que ça, parce qu'il faudrait plus de secteurs, plus de grèves, une grève reconductible. Mais cette question de l'auto-organisation, elle est centrale. Irène, Laurent, je ne sais pas qui veut rebondir, mais sur cette question des AG et de l'auto-organisation et de son importance. Ouais, sur les AG, moi j'ai participé à plusieurs AG. J'ai participé à 2 ou 3 AG Île-de-France, et après j'ai fait plusieurs AG à Saint-Denis et 2 AG à P8. Et je rejoins ce que tu dis, Anas, sur le fait que les AG après le 10 se sont affaiblis et tout. Et pour moi c'est intéressant parce que justement dans les premières AG on voyait en fait cette volonté aussi de tirer les bilans des mobilisations des années précédentes, tirer les bilans des Gilets jaunes, tirer les bilans de 2023, etc. Et discuter de la responsabilité de l'intersyndicale avec une grosse critique en fait des directions du mouvement ouvrier et du mouvement social, et du coup la volonté de tenir cette fois le calendrier, les modes d'action en main. Mais la réalité, c'est que je pense qu'il y a aussi une discussion effectivement sur où est-ce que tu concentres tes forces, autour de quel secteur qui soit en capacité réellement de durcir le rapport de force, de taper le gouvernement et de bloquer le pays, de paralyser l'économie, etc. Et que déjà il y a un enjeu en fait à élargir les assemblées générales. Par exemple, l'assemblée générale de Saint-Denis, c'est vrai que la dernière assemblée générale qu'on a fait, il y avait un peu moins de monde, mais c'est surtout que ça stagne. Enfin, c'est beaucoup les mêmes militants en fait qui se réunissent toutes les semaines et tout, alors qu'il y a un enjeu au contraire en fait à aller chercher tous les habitants de la ville, les travailleurs, les jeunes, etc. Et après, il y a la discussion de où est-ce que tu mets les forces de ces militants qui pourtant sont disposés en plus à construire un mouvement. Enfin, c'est des militants qui en fait, depuis le début, moi je trouve avec un courage et une énergie assez dingue. Enfin, même d'avoir commencé ça en juillet, en août, etc. En plein milieu de l'été, d'avoir commencé à militer le 10 septembre. Voilà, mais que du coup, la discussion, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire de ces assemblées générales, à mettre en fait toute l'énergie et toutes les forces qu'il y a dans ces AG au service de la construction de la grève, de l'extension du mouvement, en s'inspirant notamment des grèves marchandes qu'il y avait pu y avoir en 2010. Enfin, moi, j'avais 8 ans à cette époque, mais il y a des camarades qui m'ont raconté un peu, et qui racontaient comment, par exemple, l'AG de Saint-Denis, c'était en fait des dizaines d'étudiants et de travailleurs qui, en fait, se donnaient l'objectif tous les jours d'aller voir un nouveau dépôt RATP, un nouvel hôpital de la ville, le Carrefour, etc., pour convaincre les travailleurs de se mettre en grève. Et sur la question de la jeunesse en particulier, parce que l'AG de
P8, par exemple, on a eu fait une AG là mardi et elle était plus faible que celle de la semaine d'avant. Ce qui est intéressant au niveau de la jeunesse, c'est qu'en fait, déjà en 2023, on avait vu une tension assez spontanée de la part de certains secteurs dans le mouvement étudiant à se lier aux travailleurs. Et c'est quelque chose qu'on avait beaucoup remarqué en 2023, qu'en fait, il y avait des jeunes qui allaient spontanément sur les piquets de grève, notamment à Paris, il y avait beaucoup de jeunes sur les TIRU, les piquets de grève des éboueurs et des déchetteries. Et ça, c'est quelque chose qu'on revoit aujourd'hui. Il y a l'exemple du cortège qu'on a fait aujourd'hui, mais par exemple, le 10 septembre, à Bordeaux, en fait, il y a un cortège de plusieurs milliers de jeunes qui a laissé spontanément passer les cortèges de travailleurs et les cortèges syndicaux en les applaudissant. Ou par exemple, ce matin, tu as des dizaines de jeunes qui sont allés bloquer les dépôts RATP. Donc, en fait, il y a une tension à se lier aux travailleurs. En fait, il y a un sentiment pro-ouvrier et pro-grève qui est important. Mais je pense qu'il faut au niveau de la jeunesse, il faut travailler ça plus consciemment et déployer plus consciemment les forces de la jeunesse au service de la construction de la grève, quoi. Ouais, et c'est vrai qu'évidemment, il faut rappeler qu'on est au tout début, d'une certaine manière, et que pour l'instant, on a à notre actif deux journées réussies qui sont un point d'appui. Laurent, il y avait une question pour toi dans le chat, Oui. Et je te fais rebondir plus largement sur ces questions, parce que tu me parlais un petit peu de la faiblesse justement des AG à la RATP. Tu pourras nous dire un peu pourquoi c'est important pour toi de faire des AG et si tu as participé à celle du mouvement. Mais du coup, quelqu'un disait, question pour Laurent, comment tu vois la place des syndicats dans ces mobilisations? Est-ce que pour toi, c'est toujours pertinent de s'investir dedans? Peut-être tu peux lier aussi avec cette question de syndicats et AG. Donc les AG, déjà, pour commencer, il y en a eu déjà très très peu à la RATP. En fait, me demande pas pourquoi, même aujourd'hui, je sais pas vraiment savoir, enfin, à cette heure-ci, je sais pas vraiment savoir te répondre. Si tu me poses la question dans 2 ou 3 jours, j'aurai plus d'informations. J'ai ma petite idée, mais comme j'en suis pas sûr, je préfère en fait la garder pour moi, j'ai pas envie de... Voilà. Donc le problème il est là. Donc parce qu'il n'y a pas eu d'AG, en fait, il n'y a pas eu de, entre guillemets, reconductible décidé. Il n'y a pas eu de suite donnée. Et à ma connaissance en tout cas, tu n'as pas de réunion non plus demain pour débriefer de ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon, voilà. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un vrai problème, ça. Ça, c'est un vrai problème. Après, le truc, c'est que, voilà, je pense savoir pourquoi, mais j'en suis pas sûr. J'attends confirmation. On est quelques centaines à attendre confirmation, en fait, du truc, parce qu'on hallucine un petit peu. Après, excuse-moi, la deuxième question, c'était... Sur la question de l'auto-organisation. Pourquoi c'est important les AG, justement? L'auto-organisation. Tout est là, hein. Il n'y a pas besoin de... C'est hyper important. Il ne faut pas exclure les syndicats, si tu veux. Mais il ne faut pas non plus leur donner mandat, si tu veux, de ta contestation. Si tu as envie d'y aller, tu y vas. Si tu n'as pas envie d'y aller, tu n'y vas pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se syndiquer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une vie militante au niveau syndical. Ça veut simplement dire qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, voilà, tu n'es pas sous tutelle. T'es pas sous tutelle. Est-ce que toi, tu as participé un peu aux AG du mouvement autour du 10 ou Ouais. Dans ton coin? On va dire ça comme ça. Après, non, alors clairement, ce qui a fait ralentir le 10 avant le 10, c'est l'appel au 18. Ce qui a fait ralentir le 10 avant le 10, c'est l'appel au 18. Je vous le dis, hein, enfin, de mon expérience. Hein. Tout un tas de choses étaient prévues, j'en ai vu peut-être 75% se réaliser. Et ce que j'ai vu se réaliser, ça s'est pas réalisé comme ça devait se réaliser. Parce que le 18 est arrivé, et puis ça a coupé les jambes à beaucoup de monde. Le problème, il est là aussi. Okay. Toi, tu continues de te réunir dans ces AG qui sont territoriales, interpro Non. Elles ont disparu. Pas toutes, évidemment, mais tu en as certaines, il n'y a pas de date, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de point de rencontre, et je peux complètement comprendre, en fait, qu'on soit, waouh, un petit peu... Alors, le 10, c'était une très belle date, si tu veux, même sur la France entière, hein, voilà. Le 18 est une super belle date aussi, mais c'est vrai que, sans dire qu'elles s'opposent, elles ont un petit peu coupé les jambes, je te dis, à ceux qui participaient, qui arrivaient aussi massivement des gilets jaunes, etc., et qui espéraient faire repartir quelque chose. Quoi. Ouais, ça a créé de la confusion, en fait. Déjà, dans les secteurs plus syndiqués, ça a poussé à se dire on va privilégier peut-être le 18. Et c'est évident que ça a participé à créer de la confusion. Tu vois, je prends le cas de la RATP, par exemple. Les gars, ils avaient le choix. Nous, on était 2 organisations syndicales à appeler au 10. Ouais.
toutes les autres, bien plus puissantes que Solidaire RATP ou la base, voilà, parce que la deuxième était la base, appelaient au 18. Étaient fidèles à l'appel de l'intersyndicale nationale. Ouais. La RATP, qu'ont fait ces syndicats représentatifs, ils ont fait ce qu'on leur a demandé, c'est-à-dire respecter en fait le choix de l'intersyndicale. Et donc les gars qui étaient partis pour le 10, d'un coup, bam bam, il se passe quoi? Et ça, tu le retrouves, si tu veux, même ailleurs, à l'extérieur de la RATP. Je te dis, ça a coupé les jambes à énormément de monde. Après, financièrement, oui, faire et le 10 et le 18, d'un coup, tu vois, c'était aussi un petit peu compliqué pour certains. Et puis, peut-être que faire le 10, puisque ce n'était pas la volonté, si tu veux, des organisations syndicales représentatives à la RATP, ça aurait pu peut-être, poser problème pour le salarié. Ouais. Voilà. Ouais, et par rapport à ce que tu dis, il y a beaucoup d'éléments qui sont importants. Je rajouterais un truc dans le sens de ce que tu dis, c'est aussi le 10, le 18, mais faire grève pour quel plan et quelle perspective, parce que là, on en parle un peu. Tu disais l'exemple à la RATP. Je vais reprendre ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en fait, comme tu dis, il y en a pour tout le monde, en fait, dans les revendications. Il y en a pour tout le monde, quoi. Je veux dire, de l'étudiant retraité en passant par le gars qui est agent du service public, qui bosse en privé, à limite qui est cadre supérieur, etc., etc. Il y en avait pour tout le monde. Et c'est ça qui est assez curieux aussi, c'est parce qu'en fait, les revendications de l'intersyndicale, à la RATP par exemple, sont vraiment très proches, pour ne pas dire quasiment les mêmes, que celles du 10. Et c'est là où tu comprends pas. Enfin, tu comprends qu'en fait, ils ont été disciplinés, quoi. L'intersyndicale au niveau national leur a demandé d'appeler au 18, ils ont appelé au 18 à la RATP. Voilà. Et du coup, ça permet d'embrayer sur une question importante qui est un peu la question des perspectives, la question de l'intersyndicale. Mais avant ça, je voulais quand même avoir un peu ta vision, Anas, toi, dans ton secteur. Parce que du coup, on a parlé un peu RATP, énorme journée, mais du coup, si on comprend bien ce que tu nous dis, Laurent, on n'a pas beaucoup de visibilité sur la suite. J'aimerais te dire, on repart dans 2 semaines, dans 3 semaines, ou on repart pas. Mais même ça, je peux pas te le dire. On n'en sait absolument rien à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, un certain flou. Chez les profs, autre secteur très mobilisé, 45% de grévistes dans le secondaire et quelque chose comme 33% dans le primaire. Dans l'énergie, 27% de grévistes chez Enedis. Et chez les cheminots, je crois que c'est un peu plus faible, mais avec en tout cas une mobilisation relativement importante. Chez les conducteurs, je crois que c'est 35% au national chez les conducteurs, entre 30 et 35% de conducteurs en grève. C'est ça, et avec des perturbations très importantes qui montrent que, en tout cas, la grève a même... Oui, et puis tu as des secteurs, par exemple, les conducteurs de train du côté de la région de Saint-Étienne. Autour de Saint-Étienne, c'est 80 à 90% de grévistes. Sur Gare du Nord, c'est environ 65% des conducteurs qui sont en grève. Sur la ligne D et R, c'est plus de 80%. Donc bon, tu as des secteurs où tu vas faire 10%, d'autres où tu as 70%, etc. C'est aussi une construction militante, en fait, comment tu construis de manière militante sur le terrain. Ce qui est en train de se passer aussi, en bien ou en mal, c'est aussi le reflet de la crise militante, de la crise syndicale aussi. Que voilà, il y a des personnes qui croient de moins en moins, qui sont syndiqués, parfois ont des mandats. On se demande même pourquoi et à quoi ça leur sert. Parce que je veux dire, il y en a, ils sont permanents syndicaux, ils font même pas une tournée, quoi. Je veux dire, ils posent même pas un tract. Donc la question, elle est même pas des gens qui viennent en AG ou pas. Elle est déjà, est-ce que tu es parti informer qu'il y a une AG, les gens, parce qu'ils viendront pas plus. Donc il y a des choses qu'on peut discuter de manière très politique, très structurelle, etc. Et puis il y a des choses qui en réalité parfois sont très tactiques et très sur le terrain, quoi. Et que oui, il ne faut pas oublier qu'il y a une couche de syndicalistes de la dernière décennie, notamment depuis 2016, de gens que ça fait 10 ans qui militent dans le mouvement syndical et qui voient que c'est des défaites sur des défaites et qu'en fait ne croient plus beaucoup. Moi, j'ai été étonné, par exemple, dans les dernières réunions que j'ai fait avec des camarades de Sudrail, où dans la même phrase, la personne, elle te dit
On n'a pas pu tourner beaucoup. On n'a pas eu le temps. Mais bizarrement, on était étonné du taux de grévistes. Mais en même temps, dans la même phrase, il t'explique que les gens, ils veulent pas se battre. Donc en même temps, il te dit qu'il n'a pas eu beaucoup de temps, mais qu'en même temps, incroyable, il y a quand même une mobilisation plus importante que ce que lui, il pouvait imaginer. Mais la conclusion qu'il tire de tout cela, Ils veulent pas y aller. c'est que les gens, ils ne veulent pas. Et donc, des fois, tu te dis, est-ce que camarade, est-ce que c'est pas toi peut-être qui n'a pas envie en réalité? Est-ce que c'est pas toi qui as plus peur de toi-même, qui te laisse dévorer par ton pessimisme et par ton fatalisme, et qui fait que, voilà, enfin, tu ne tires pas les... Je veux dire, c'est fou. Ce matin, en Assemblée Générale à Gare du Nord, je sais pas quoi, tu vois, tu te dis, les gens, ils cherchent que les éléments les plus négatifs et ils font des comparaisons et voilà, oui. Et du coup, toi, qu'est-ce que 800 000, c'est pas la réforme des retraites. Mais la réforme des retraites, le projet de loi, il était sur la table, il était connu, il y avait de la préparation. Et donc voilà, et on fait 2 millions de personnes le 19 janvier. Je veux dire, là, t'en fais 1 million le 18 septembre. Mais en quel moment de la vie, après une journée bloquons tout le 10, une semaine après, t'arrives à refaire 1 million de personnes avec très peu de travail? Parce qu'on l'a vu, et on le disait dans la dernière émission, c'est pas vrai que l'intersyndicale, elle ait fait le travail, le couteau entre les dents. Enfin, je veux dire, ils ont beaucoup freiné des cas de fer, comme on dit. Ils ont beaucoup empêché que les choses, elles puissent exister. Pardon, tu me disais ? Non, je disais, qu'est-ce que tu réponds justement parce que là, les gens qui nous regardent, ils vont se poser la question un peu d'une contradiction, quoi. D'un côté, on parle de 2 journées super réussies, et de l'autre, on discute aussi d'un grand flou et de secteurs qui doutent s'il se passe quelque chose, quoi. C'est curieux. Toi, tu leur réponds quoi? C'est clair et net. Déjà, je leur dirais que la patience est révolutionnaire. Parce qu'il faut de la patience aussi, et qu'on a une chance immense, c'est que la crise du macronisme et la crise du régime ne va pas se solutionner par 2-3 tactiques de Sébastien Lecornu ou des rendez-vous qu'il va faire. Voilà. Ils ont toujours un objectif, c'est celui de l'austérité. Voilà, ils n'ont pas un objectif d'améliorer le salaire et les conditions matérielles d'existence des gens. Ils ont comme objectif de voir pas tomber dans le gouffre comme Bayrou, mais d'essayer de voir comment passer tout autour du gouffre, tout en arrivant avec le même objectif d'une austérité qui serait autour de 40 milliards. Donc ça, pour moi, c'est hyper important, parce que ça dit... Vous remarquerez, Sébastien Lecornu ne dit rien, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu, tous les partis politiques qui sortent, ils sont tous partis, donc ils ont mis leur meilleur costard, ils sortent. Écoutez, il ne nous a rien dit. Voilà, il nous a dit qu'il faut une rupture, mais quand on lui a demandé un peu les sujets, etc., il ne nous a rien dit. Voilà, donc le mec, sa stratégie, c'est de garder le silence pour pas que ça se retourne contre lui. Et puis de temps en temps, quand il te parle, il t'explique qu'il va te rendre 2 jours fériés qu'il t'a pas enlevé. Voilà, mais il va te les rendre. Et voilà, ils existent, mais il te les rend quand même. Comme ça, tu as l'impression que tu as gagné 2 jours fériés. Mais vous voyez, c'est dire à quel point il flippe. Même le truc des privilèges des ministres, des premiers ministres, je veux dire, c'est 5 millions d'euros, les amis. Le privilège, là, les trucs qu'il dit, c'est 5 millions d'euros. Vous voyez bien qu'à côté des 44 milliards d'austérité, c'est n'importe quoi, 5 millions d'euros. Mais je veux dire, en fait... Lui, il nous prend pour des sans-culottes. Il nous prend à l'époque de Louis XIV ou Louis XVI, vous savez, sur les privilèges, etc. Il croit que les gens ils vont s'arrêter parce que le Bayrou, il va avoir une pension en moins ou je sais pas quand. Enfin, je veux dire, et ça les choque. Parce que oui, c'est clair ce qu'on a dit. Malgré que le budget est tombé, que le gouvernement il est tombé, etc., qu'il n'y a pas encore de gouvernement, il y a 2 mobilisations coup sur coup qui sont hyper fortes. Mais le problème maintenant, c'est quoi ? C'est quoi la grande contradiction ? C'est comme l'a dit Laurent, l'intersyndicale, elle a enjambé le 10, et elle essaye ça l'arrange pas. Ils veulent pas lutter, les amis. Ils veulent pas. Ils sont contraints d'avoir fait le 18. Ils sont contraints d'avoir fait le 18. Et... ils sont contents parce que c'est plus réussi que le 10, comme ça les fait montrer, vous voyez, hein, les syndicats, quand on veut, on est capable de faire beaucoup plus que vos histoires de télégrammes, etc. Mais ce qui est un petit peu dommage, c'est que c'est pas encore suffisamment assez pour les contraindre jusqu'au bout à être obligés d'appeler. Donc tout ça, on va voir comment. C'est là le moment de tension et le moment le plus intéressant. C'est là qu'on va commencer à voir si ce qui a émergé dans les réseaux sociaux et dans les assemblées générales autour de Bloquons tout, d'accord, commence à exploser, à déborder, et commence à montrer une radicalité contre l'attitude de l'intersyndicale. Parce qu'en réalité,
je pense que vu que le 18 il était posé et que ça venait après le 10, les gens ils se sont dit bon, ok, ils ont enjambé, ils nous l'ont fait à l'envers, mais bon, il y a quand même une date. Allez, c'est dans une semaine, c'est pas non plus dans la Saint-Glinglin. Une semaine, c'est pas la mort. On peut attendre une semaine pour se remobiliser, c'est pas très grave, c'est que la rentrée, etc. C'est totalement différent si l'intersyndicale, elle dit allez, à ciao, bon dimanche, on verra si un jour on se remobilise ou pas. Entendez, vous avez tenté votre 10, on vous a niqué. Maintenant que on a récupéré un peu le lead, on vous dit maintenant, il n'y aura rien de plus que ça. C'est là où ça va être très intéressant. C'est là qu'on va voir, est-ce que les boucles Telegram vont se réveiller? Est-ce que les gens ils vont revouloir déclencher? Moi, j'ai bon espoir là-dessus. Mais ça ne va pas se faire tout seul. Et moi, je pense que le rôle des militants, ça va être aussi de faire en sorte que tout ce qui a existé, parce que ça serait terrible, les amis, si les gens ils se sont mobilisés. 2 jours de salaire, c'est pas non plus la mort, mais c'est 2 jours, c'est conséquent. Pour des gens en pleine rentrée, pour des gens qui ont des fins de mois difficiles à boucler, les gens, ils se mobilisent pas pour rien du tout. Et moi, je pense qu'il faut donner du sens et c'est une bataille politique. Pour moi, on rentre dans une phase maintenant de bataille politique centrale entre 3 secteurs. Il y a celui de ceux qui ne veulent rien faire et qui veulent attendre de discuter avec Bayrou, avec le Cornu. Il y a le secteur de ceux qui veulent lutter contre le gouvernement, mais pour en donner un débouché institutionnel. Et puis il y a une troisième aile, peut-être dans laquelle nous on est, qui est ceux qui considèrent qu'il faut lutter contre Emmanuel Macron, exiger la démission de Macron, porter un programme radical, mais que ça va se faire par la base, par l'auto-organisation et par le fait de diriger le mouvement de A à Z. Et donc, il va y avoir une bataille là qui va s'ouvrir, à savoir quel camp va gagner. Est-ce que ça va être le camp des institutionnalistes? Est-ce que ça va être le camp de ceux qui veulent négocier la régression sociale, voir s'il n'y a pas des miettes, parce qu'ils se disent, bon, le Cornu, il n'est pas très à l'aise là dans la période, peut-être dans un bon moment, peut-être il peut nous céder un petit truc en disant, bon, vous voyez, au moins on a obtenu quelque chose, nous les syndicats, on a obtenu quelque chose, nous, le Parti Socialiste, etc., peut-être une taxe ou quoi que ce soit. C'est ça, quand je dis l'aile, pour moi, elle est incarnée politiquement autour du Parti Socialiste, du PC et d'Europe Écologie Les Verts, mais également de l'UNSA, de la CFDT, etc. Et puis de l'autre côté, il y a le centre qui est plus autour de la CGT, la France Insoumise, etc., qui veulent quand même lutter, mais pas vraiment en laissant les chevaux totalement lâchés, en renforçant la radicalité. Donc moi, je dirais simplement que, pour terminer, les échos avant cette mobilisation, c'était qu'il y avait une probable date qui pouvait tomber soit le 25 septembre, la semaine prochaine, soit le 2 octobre, dans 2 semaines, c'est-à-dire jeudi dans 2 semaines. Moi, je trouve que, par exemple, s'il y avait une journée le 2 octobre, nous, ce qu'on a dit, notamment depuis mon syndicat Sudrail Paris Nord, c'est que nous, on considère qu'il faut en finir avec les journées saute-mouton épuisantes, etc., et qu'il faut poser un préavis de grève illimité à la SNCF, mais pas que, partout, dans les grosses entreprises, notamment, et à la RATP, etc., parce que ça changerait totalement le caractère. Moi, je pense que si les collègues de Laurent, je ne sais pas si c'est la même chose que Laurent pense, peut-être Laurent, il pensait autre chose, il pense à quelque chose d'autre, mais moi, je sais par expérience que les collègues, même quand ils font des gros taux de grévistes, sur des journées de 24 heures, ça ne les intéresse pas vraiment de venir en Assemblée Générale. C'est surtout que tu vas décider de rien. Dans les dépôts de bus, c'était très faible aussi. Il y avait parfois des dépôts où ils étaient 10, 15, 20, alors qu'il y avait 400 grévistes. C'est-à-dire que c'était ce truc-là que je vous disais d'ouvrir la fenêtre et de crier, d'exprimer sa colère. C'est-à-dire, je pense que les gens, là, quand tu es conducteur de métro et que tu es militant, tu leur dis, mets-toi en grève, ils ont tellement de colère accumulée que ce n'est pas un obstacle. Maintenant, c'est est-ce que de cette colère-là qui s'exprime, on peut la transformer en une stratégie de combat pour aller gagner. Ça va être le défi immense de l'ensemble des militants d'avant-garde qui sont conscients de la séquence et qu'il va falloir voir comment on tire cela. Et que moi, je pense que s'il n'y a pas de préavis de grève illimité, si on ne commence pas à poser clairement la grève reconductible, ça va être compliqué. Alors oui, les gens ne sont pas en mode la grève reconductible, le couteau entre les dents, mais en même temps, ils disent tous, les stratégies perlées, on n'en veut plus. Donc on est dans un entre-deux où il va falloir convaincre politiquement que oui, il n'y a que la reconductible qui pourra faire mal, parce qu'aujourd'hui on a vu, je veux dire, moi je viens d'arriver en métro. J'ai pris la 9 et la ligne 4. Je veux dire, le métro il est vide. J'étais à Gare du Nord, la Gare du Nord elle est vide. À 18h30, vous allez demain, la Gare du Nord à 18h30,
T'arrives même pas, s'il y a une bousculade, t'as peur de te faire piétiner. Pourquoi ça? Est-ce que les gens, ils sont morts dans la nuit? Non, ils se sont préparés. Ça fait 2 semaines qu'ils entendent le 18. Il y en a, ils ont posé des congés, des RTT. Il y en a, ils télétravaillent, etc. Le patronat, il a appris. Les amis, on apprend, nous. Mais le patronat aussi, il a le droit d'apprendre. La police, elle a aussi le droit d'apprendre. Ils apprennent tous. Mais est-ce que nous, on doit rester au stade inférieur, c'est-à-dire de ne pas avancer? Moi, je pense qu'il faut qu'on tire les leçons qu'une journée de 24 heures, c'est bien pour chauffer l'ambiance, c'est bien pour discuter, faire des choses, mais que si on veut planter dans le décor un mouvement qui durcit et qui maintenant se dote d'un programme clair et d'une stratégie claire, c'est de ça dont il s'agit. Un programme et une stratégie claire, ça le passera uniquement par des assemblées générales fournies, et ces assemblées générales, elles doivent discuter de la grève reconductible. Sinon, oui, les gens, ils font ce qu'on appelle malheureusement des grèves canapés. Dis-moi, je vous soutiens les amis, voilà ma déclaration, mais moi je vais en profiter pour rester avec mes gamins et me reposer, etc. parce que je vois pas quelles sont les perspectives. Laurent, tu veux rebondir? Tout a été dit, quoi. Donc, pour le coup, mais effectivement, alors, le 24 heures, si tu veux, alors je suis content quand même si le 18, c'est que 24 heures, quoi, tu vois, qu'il y ait quand même eu lieu. Enfin, que cette journée ait eu lieu. Moi, le 24 heures, après, perso, bon, pour du local, c'est très très bien, quoi. Si tu veux, pour faire sauter, voilà, t'as des problèmes en local ou dans ton entreprise à toi, juste au métro, au département, tu fais 24 heures, c'est ciblé département, métro, bon, voilà, ok, pas de souci. Après, par contre, oui, si c'est toutes les 2 semaines faire une journée pendant 6 mois, au bout de 3 mois, t'auras perdu tout le monde, parce que ça va fatiguer tout le monde. Je vais pas dire que c'est de l'argent foutu par les fenêtres, mais pas loin. Quand tu pars, quoi. Je veux dire, à la rigueur, tu fais 1 ou 2 jours. Allez, vu le nombre, en fait, de revendications, etc., t'as juste à faire une journée qui va te servir, en fait, à prendre la température, c'est un peu ce que disait Anas, quoi, et puis en fonction d'eux, t'y vas. Après, clairement, à 95% de grévistes au métro, ta température, elle est prise, quoi. Là, on peut y aller, je pense. Ouais. Effectivement. Mais du coup, je vais vous donner quelques éléments parce que ce qui se profile du côté de l'intersyndicale, bon, c'est un grand flou, mais il y a eu quelques annonces, notamment, oui, mais qui ne vont pas ni te satisfaire, ni beaucoup t'éclairer, on va dire, parce que du coup, ce qui se dit, c'est que l'intersyndicale va s'exprimer demain en mettant le Premier ministre face à ses responsabilités, que la CGT dit que l'heure est à l'action, que la colère grandit, qu'il faut que le Premier ministre réponde très rapidement, sinon il y aura de nouvelles journées d'action. Mais ce qui se dit aussi en coulisses, et ce qu'on entend remonter de militants syndicaux, etc., c'est que possiblement l'intersyndicale pourrait décider de ne pas appeler à une date dans un premier temps commune, en disant en gros on fait un espèce d'ultimatum, c'est-à-dire on fait un ultimatum mais sans rien mettre dans la balance. En gros on n'appelle à rien et on attend de voir ce que propose le Premier ministre, quoi. C'est pas tout ou rien, c'est rien ou rien. Voilà, c'est ça. D'accord. Okay. Mais en même temps, tout en disant peut-être que si jamais on fera quelque chose. On ne sait pas encore si c'est ça qui a été tranché, mais c'est des idées qui circulent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, c'est un peu le grand flou et qu'on devrait y voir un peu plus clair demain, quoi. Mais bon, on n'est pas beaucoup plus avancé, quoi, d'une certaine manière. C'est comme je dis, on va avoir le pouls de la société, du mouvement ouvrier, de la jeunesse, voir ce qui s'exprime autour de ça. Parce que oui, c'est encore des manœuvres. Le 18 était une manœuvre. Et c'est une manœuvre encore, c'est-à-dire que bon, quand on a Marie-Lise Léon, la patronne de la CFDT, qui dit clairement à France Inter qu'elle n'a pas soutenu le 10, je rappelle qu'il y a 56% de la population qui ont soutenu le 10 septembre. Et donc, toi, tu es secrétaire d'une organisation syndicale de travailleuses et travailleurs, tu fais partie des 44% qui ne soutiennent pas un mouvement. Je veux dire, c'est terrible. Et donc, ça dit quelque chose. C'est-à-dire que, voilà, ils ont eu peur de se faire déborder. Ils ne voulaient pas laisser la rentrée sociale échapper parce que ça aurait été un scandale. Je veux dire, c'est la mort des directions syndicales. Je veux dire, ne rien faire et d'avoir des gens qui se mobilisent dans la rue et que les directions syndicales, elles sont à distance. Malheureusement, ça existait dans le passé récent. C'était le mouvement des Gilets jaunes et ça a laissé des traces indélébiles. Là, ils ne voulaient pas réitérer. Mais quand même avec une forme de cordon sanitaire, en essayant de mettre à distance. Maintenant,
Moi, comme je le dis aux gens de ce chat-là, etc. Il va falloir, si c'est ça, c'est une trahison incroyable. C'est-à-dire, ils trahissent dès le départ, quoi. Ils trahissent pas après 3-4 jours de grève. Ils trahissent dès la première journée. Ils veulent déjà s'arrêter. Donc, c'est assez fou ce qui est en train de se passer. Et moi, je pense qu'il faut absolument que, de toute façon, les assemblées générales, nous, on en appelle une mardi soir depuis l'AG de Gare du Nord. On a voté ça ce matin en assemblée générale sur le parvis de la Gare du Nord, de faire en sorte de renouveler ça, parce qu'il y avait les camarades de la RATP, il y avait des étudiants, il y avait des lycéens, il y avait des hospitaliers de l'hôpital Tenon, des profs et autres. Et donc, on a dit, nous, il faut installer une AG qui prenne le temps de discuter, de militer, d'être une sorte de comité d'action en fait de la grève et de la lutte contre le gouvernement. Donc nous, mardi, on va faire en sorte de se réunir et on appelle vraiment toutes les assemblées générales de France à faire balancer des messages sur les réseaux sociaux partout. Il faut sur toutes les boucles Telegram, Signal, il faut absolument que le téléphone il chauffe et que les gens, dès le début de semaine, ou même dès ce week-end, parce que s'ils parlent demain on est vendredi, c'est ça ? S'ils parlent vendredi, il faut que dès samedi, dimanche, les gens ils commencent à se mobiliser et à discuter ensemble. Notre ADN est le meilleur antidote aux stratégies, aux manœuvres de la bureaucratie syndicale, c'est l'auto-organisation. La bureaucratie syndicale, elle ne voulait pas appeler à la base. Le 18e, elle a été obligée d'appeler, c'est parce qu'elle a été contrainte par la base. Donc il n'y a pas l'ultimatum. Si eux, ils veulent mettre un ultimatum à Sébastien Lecornu, c'est à nous, par en bas, de leur mettre un ultimatum à eux, de soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Et qu'il n'y a pas d'arbitre là-dedans, c'est pas l'arbitre de la finale de la Ligue des Champions, vous n'êtes pas au centre. Soit vous décidez de rejoindre le camp du prolétariat, des étudiants précaires, etc., soit vous décidez de vous ranger du côté du système et du régime. Et donc moi je pense qu'il y a quelque chose là-dessus qui est en train de se jouer. Et puis je pense que depuis Révolution Permanente, modestement, on essaye depuis le départ de peser, d'être une boussole, de donner un cap aussi, modestement. On n'a pas prétention de diriger le mouvement ni de quoi que ce soit, mais on essaye, depuis nos positions, d'essayer d'aiguiller dans les assemblées générales dans lesquelles on est, dans les stratégies qu'on porte, par exemple la question du pôle qu'on a discuté avec de nombreux camarades, parce que pour nous c'est important de matérialiser cette coagulation des forces, de montrer en fait par les faits comment on dépasse les directions syndicales et comment on essaye de proposer autre chose. Et vous avez vu tout à l'heure les amis sur le stream, la taille du cortège, énorme. C'est le cortège le plus important de toute la manifestation, les amis. Alors oui, si tu mets 27 camionnettes de la CGT, il y a 15 personnes là. Moi, je l'ai remonté, la manif. La CFDT, c'était tout petit. La CGT, il y a 15 camionnettes, et puis c'est des gens, des fois, ils sont 30, 40, 50. Mais il n'y a aucun cortège unique qui fait quasiment 300 mètres, 400 mètres de long. Ça n'existe pas, ça. Et pourtant, on n'a pas... Laurent, il en est témoin, Irène aussi. On ne s'est pas assis sur un banc en passant des coups de fil. C'est juste une assemblée générale devant la Gare du Nord. On a réussi, par une politique juste, à convaincre les gens. Ils ne se sont pas dit, ah non, moi, je vais me mettre derrière le ballon de la CFDT ou de Solidaire ou de la CGT. Ils ont dit, non, moi, je trouve cohérent que nous, on soit toutes et tous ensemble et que c'est ensemble qu'on va lutter, c'est ensemble qu'on va gagner, comme dit le slogan. Et ça, les gens, ils veulent aussi le dépasser. Ils savent que ce qui peut être triste parfois moi, je regrette, vous savez, 95 et les grèves du passé, où vous savez, vous aviez ces gros cortèges de travailleurs de Gare du Nord, les travailleurs d'un lycée, de la bibliothèque, etc. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, à quel moment on a accepté que maintenant, moi je suis à la CGT, Laurent il est chez Solidaire, on conduit le même métro tous les jours, et puis Laurent il doit tracer derrière son ballon de Solidaire, et moi qui suis le collègue de Laurent, je dois tracer derrière mon ballon de la CGT. Alors qu'on travaille ensemble, on se voit tous les matins, on se check le soir, mais le jour de la lutte, Laurent, faut qu'il aille avec les gars de sa boutique syndicale et moi j'aille avec les gens de ma boutique syndicale. C'est quand même assez dingue. Je veux dire, moi je respecte énormément qu'il y ait des cortèges de travailleuses et travailleurs et il ne faut pas les dissoudre. Mais je veux dire, face à des cortèges de départements où il n'y a aucun sens,
Mais c'est 1000 fois mieux d'avoir un pôle ultra radical et attractif qui mobilise des jeunes, des étudiants, des travailleurs, etc. Enfin, moi, je pense que c'est une réussite immense. Et il y avait un parterre de caméras. Vous regardez, moi, j'ai reçu quelques photos. On est en une du Guardian, on est en une de CNN, Le Figaro, etc. Enfin, il y a énormément de journaux parce qu'ils voient que c'est quelque chose qu'ils préfèrent ça que aller prendre en photo un ballon où il y a une torche et 30 personnes qui sont en train d'écouter Fruit from Desire, quoi. C'est la réalité. Par rapport à ce que tu disais, je pense qu'il y a un truc qui est très important et sur lequel il faut insister. C'est qu'effectivement, la crise politique, elle n'est pas prête de se résoudre, quoi. Je veux dire, ces derniers jours, ce qu'on voit, c'est effectivement le corps nu dit rien, mais aussi qu'il y a une situation où c'est plus compliqué que prévu, d'une certaine manière. C'est-à-dire, il faut réconcilier le PS et la droite des Républicains, qui sont tous d'accord sur l'essentiel, on va dire, mais qui malgré tout incarnent des ailes différentes, on va dire, du soutien au système en place. Et donc, voilà, il y en a un qui veut faire payer les riches et un qui est totalement opposé. Il y a tout un tas de... Il y en a un qui veut draguer le RN et l'autre qui veut draguer des électeurs plus de gauche. Donc forcément, la situation, elle est difficile parce qu'il faut sceller un petit peu ce bloc-là. Et elle n'est pas en train de se résoudre. Elle est plutôt plus compliquée que prévu à résoudre, je pense. Et donc ça nous laisse d'une certaine manière des possibilités pour s'organiser. Il n'y a quand même toujours pas de gouvernement, hein. On rappelle. Tout à fait. Gouvernement démissionnaire, toujours. Il n'y a même pas beaucoup de pistes sur qu'est-ce que c'est la suite, quand est-ce que le gouvernement va être annoncé. Tout ça, ça flotte. Donc je pense qu'ils sont vraiment en galère. Et ça, je pense que c'est important parce que ça en dit long sur la fragilité du régime et sur la fragilité de la situation. Et ça renforce la mobilisation d'une certaine manière parce que ça peut créer des appels d'air. Et pardon, la taxation des riches. La taxation des riches, pour moi, c'est un point noir parce que le corps nu, je pense que c'est vraiment le truc où il ne sait pas et que ça peut les mettre en guerre avec une partie du patronat et ça va être chaud pour leur gueule, quoi. Je veux dire, et puis s'il refait marche arrière, ça peut chauffer la rue en même temps. Donc, c'est plein de contradictions. Ouais. Donc oui, non, je voulais insister sur cet élément de la situation. Juste pour dire un mot, parce que dans le chat, il y a quelqu'un qui parlait de la date du 21 septembre. Et je pense qu'il faudrait qu'on prenne le temps d'en dire quelques mots quand même. Moi, c'est pas encore très clair pour moi cette date, mais je peux vous dire un petit peu. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait le 21 septembre est un jour historique majeur en France car c'est la date de l'abolition de la royauté et de la proclamation de la République survenue le 21 septembre 1792. Et du coup, il y a des gens qui appellent à occuper les places dimanche en fait. Du coup, j'ai vu que ça a été relayé par différents comptes. On ne veut plus, le Canard réfractaire, je crois aussi la France Insoumise, il me semble. Donc il y a cette date de mobilisation et vous pourrez me dire un peu si vous en avez entendu parler et ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression que ça peut être... J'ai rien contre, dans l'absolu, me mobiliser un dimanche et aller sur une place, et je demande à voir d'une certaine manière, why not ? Mais j'ai l'impression que ça ne résout pas jusqu'au bout les problèmes qui sont posés, mais en tout cas, je veux bien vous entendre là-dessus. Et après, peut-être en même temps que ça, et vous répondez dans l'ordre que vous voulez, dans le sens que vous voulez, mais nous dire justement, si c'est pas ça ou si c'est autre chose, c'est quoi un petit peu les perspectives de votre côté, c'est-à-dire à quoi vous allez vous atteler dans les prochains jours, justement pour construire un petit peu la suite de la mobilisation, quoi. Irène, ça fait un petit moment. Je te laisse la barre. Pas de perspective, bordel. Non, mais autour de la date du 21, moi j'avoue, autour de moi, ça en parle pas trop. Je sais pas dans quelle mesure la jeunesse, c'est une date qui est en train de la mobiliser et tout.
Moi, je suis plutôt d'accord sur le fait que why not. On peut voir ce que ça donne et tout, et ça fait pas de mal de se réunir un dimanche, mais je suis d'accord que ça répond pas forcément non plus aux besoins de la situation et aux enjeux justement de commencer à élargir les AG locales, construire l'auto-organisation, construire la grève par en bas, etc. Et que ça résout pas non plus au problème de commencer à proposer une autre perspective que la stratégie de journée isolée, quoi. Et que ça va pas changer grand-chose de manifester un jeudi, puis un dimanche, puis un jeudi, puis un dimanche. Mais bon, après, il faut voir. Nous, dans la jeunesse, il y a une autre date, par contre, qui est en train de prendre de l'importance. C'est la journée du 22. Qui est en gros une Donc journée, donc le lendemain, lundi, qui a été une journée appelée par les dockers de Gênes, qui ont appelé à la grève générale pour la Palestine et contre les livraisons d'armes à Israël. Et nous, c'est une journée évidemment qu'on a relayée dans toutes les universités où on est présent, et notamment à l'université du Mirail et de Paris 8. On a voté une journée de mobilisation le 22 en dénonciation du génocide, et du coup aussi pour la rupture des partenariats de nos universités avec les entreprises complices du génocide. Et après, plus sur la question des suites, moi, je pense, je suis totalement d'accord sur ce que tu disais sur l'action de la crise politique. Je pense que c'est un élément très important à voir, que Macron, en réalité, il est plus faible que jamais, et que c'est le moment ou jamais, en vrai, de lui faire payer ces 7 années d'attaques antisociales, de cadeaux au patronat, de sa complicité avec le génocide en Palestine. Et c'est le moment d'arracher des revendications plus offensives. Et moi, je veux juste insister sur quelques revendications et quelques éléments dans la jeunesse, parce que je pense qu'il faut aussi, en fait, donner des raisons aux jeunes et aux étudiants de se battre, et que moi j'invite tous les étudiants et les étudiantes qui nous regardent en fait à nous contacter avec le point levé pour en fait voir comment est-ce que dans les universités on peut mettre toutes nos forces au service de la construction de la mobilisation. Mais pour ça il faut avoir des arguments aussi pour convaincre nos camarades de classe, mais notamment autour de la question de la précarité. Aujourd'hui il y a un étudiant sur deux qui saute un repas. Nous l'année dernière on a mené une enquête avec le point levé sur la précarité qui montre qu'il y a 80% de la jeunesse étudiante qui vit sous le seuil de pauvreté. Évidemment il y a la question de la sélection universitaire avec Parcoursup, mon master, qui en fait est un élément central parce que ça accentue toujours plus la pression sur les étudiants. Là, à cette rentrée, je pense que vous avez vu, il y a eu un scandale énorme autour de la question des bourses du Crous, avec 85 000 étudiants qui se sont retrouvés à la rentrée sans même savoir s'ils allaient pouvoir avoir leur bourse ou pas pour cette année, et qui ont dû en fait, pour certains, chercher un nouveau travail pour pouvoir en fait survivre, alors même qu'on sait que les étudiants qui travaillent à côté de leurs études, ils sont le plus à même d'abandonner leurs études, etc. Enfin bref, les raisons, elles manquent pas de se révolter pour la jeunesse. Je redis pas sur le génocide en Palestine. Enfin voilà, on en a déjà beaucoup discuté. Mais pour ça, il va falloir qu'on commence à défendre ces mots d'ordre, défendre un revenu étudiant à la hauteur du SMIC pour qu'aucun étudiant n'ait à travailler à côté de ses études, défendre une université ouverte à toutes et tous, aux enfants d'ouvriers, aux étudiants étrangers, la suppression de Parcoursup, mon master, défendre la rupture des partenariats avec les entreprises complices du génocide, comme je disais, etc. Défendre la démission de Macron. Et pour ça, je réinsiste sur les éléments de jonction avec le mouvement ouvrier, parce qu'un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que les éléments de jonction avec le monde du travail, ils se sont vus très clairement aujourd'hui, quand on a vu en fait les machinistes de la RATP de Pleyel, du dépôt de Pleyel, aller sur le blocus lycéen de Rosa Parks, les machinistes, je crois, de l'ANI, qui sont allés défendre le blocus d'Hélène Boucher à Paris, les lycéens de Victor Hugo et de Turgot qui ensuite ont rejoint l'Assemblée Générale à Gare du Nord. Enfin, tout ça, c'est des éléments de jonction qui sont ultra prometteurs pour la suite. Et à mon avis, il faut qu'on voit comment est-ce que toute la jeunesse, elle met ses forces justement dans cette jonction avec le mouvement ouvrier, et elle les met au service de la construction non seulement d'Assemblée Générale dans les universités pour en faire des lieux de construction et des lieux de contestation et des lieux aussi d'élaboration de revendications politique et de construction du rapport de force face au gouvernement, y compris par rapport à un élément, je reviens un peu en arrière, mais sur la discussion sur l'articulation entre les revendications locales et les revendications nationales. Un élément intéressant, c'est que aussi on peut profiter du rapport de force qui a été là mis en place par les travailleurs pour commencer à agiter des revendications plus locales. Là, par exemple, aujourd'hui, pour la journée du 18, en fait, les étudiants à Montpellier et à Bordeaux, ils sont allés se rassembler devant le
Crous justement pour dénoncer ce scandale des bourses que je disais. Donc, entre guillemets, on peut aussi inviter la lutte partielle dans la lutte plus globale. Et j'ai oublié le début de ma phrase, mais en tout cas, je pense que voilà, on peut commencer à défendre ces revendications plus offensives, mettre toutes les forces en fait des étudiants au service de la construction des assemblées générales dans les universités, mais aussi de la construction des assemblées générales locales, et que entre guillemets, c'est aussi le moment ou jamais de taper fort tous ensemble, quoi. C'est la priorité. Faut peut-être pas trop s'éparpiller et puis rester sur ça. Quoi. Ouais, ça. Laurent. Priorité, refaire partir les AG qui sont éteintes ou qu'on ramollit, quoi. Attendre l'intersyndicale demain, voir ce qu'ils vont nous dire. Et en fonction, se positionner très très rapidement et construire très très rapidement et très fortement. Quoi. Voilà. Okay. Alors, université étudiant, gros point, et puis chapeau bas, quoi. Je fais une petite parenthèse. Juste impressionnant, quoi, clairement. Quoi. C'est des jeunes, quoi. Ils sont tous sauf débiles, ils ont une conscience de classe, une conscience politique. Je crois que finalement, entre l'étudiant, le salarié payé au SMIC et le retraité, je crois que c'est vraiment l'étudiant qui morfle le plus, quoi, clairement. Quoi. C'est plus que précaire, quoi. C'est plus que précaire. C'est des gens qui vont passer plus de temps à bosser au McDo qu'à réviser, quoi. Il est étudiant, quoi. Il est là pour étudier, il va passer plus de temps. Alors, ça me fait rire, mais ça devrait pas. Enfin, ça m'énerve, quoi, si tu veux. Tu vois, c'est plus un rire nerveux. En tout cas, voilà, quoi. Et malgré tout, on les trouve quand même dans les luttes, on les trouve quand même dans les batailles. On les trouve, effectivement, devant le dépôt de l'ANI, devant le dépôt de Pleyel. Ça marche bien entre Pleyel et l'université et l'ANI et Hélène Boucher. En tout cas, chapeau bas aux étudiants, c'est vraiment la parenthèse parce que, moi, clairement, vous m'impressionnez. Et un petit message pour les conducteurs et les travailleurs de la RATP. Prenez-vous en main, les gars. Conducteurs, conductrices, tout est possible. Je vous raconte pas de salade. Hein. J'aime pas raconter d'histoire aux gens. Vraiment, tout est possible. Par contre, faut accepter, arriver à un moment de se prendre en main, quoi. Voilà, pas forcément écouter celui qui aimerait que tu restes là en place, à ne pas bouger, à faire tes tours de métro et à te dire ok, tu peux faire 59 minutes le 29 mars 2026. Ça, c'est voilà. Après, je sais que c'est pas évident à faire, je sais que c'est difficile, on sait très bien comment le jeu se passe en fait à la RATP, mais à un moment tu te prends en main ou tu te prends pas en main, quoi. C'est soit tu décides en fait de construire, même si c'est pas le tien, au moins participer, voilà, à la vraie construction de l'avenir de tes gosses, ou sinon tu décides de te faire mettre à l'amende et de continuer comme ça, et puis à ce moment-là, viens pas pleurer, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup. Excuse-moi, je suis un petit peu. Non, mais t'as raison. Je suis c'est ce que je t'ai demandé. La journée fut très longue. C'est ça. Voilà, Anas, pour aller vers la fin, justement. Non, mais peut-être pour conclure, mais moi, je pense, enfin déjà pour les histoires des conducteurs, etc. et autres, enfin les amis et même notamment les secteurs où les gens ils sont syndiqués, votre syndicat, il sauvera pas votre gosse de la barbarie, de la guerre, il sauvera pas vos familles de la misère, etc., de la précarité, du chômage, des licenciements, de l'inflation, etc., etc. Donc l'outil syndical est merveilleux, mais il faut l'utiliser au service de la lutte et de la combativité et du combat. Et pas en fait se ranger derrière tout et n'importe quoi en ne décidant pas. Donc ça sert à rien de dire que c'est les syndiqués qui décident si les syndiqués en fait ils n'ont pas leur mot à dire. Parce que les amis, je dirais juste une chose, hein, mais moi je sais pas qui on consulte entre le 18 au soir et le 19 au matin pour décider. Moi, personne m'a appelé pour me demander est-ce que Anas on fait ultimatum, pas ultimatum. Je suis incapable de vous dire. Solidaire, par exemple, est partie prenante de cette intersyndicale. Mais vous pensez que Solidaire nous a consulté sur qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on fait ou pas? C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a une intersyndicale. C'est factuel, les amis. Hein. Et je mets au défi tout le monde. CGT, CFDT. Moi, j'ai lu le compte-rendu du dernier Conseil national de la CGT. Le dernier compte-rendu du Conseil national de la CGT, il dit 25 septembre, 30 septembre ou 2 octobre. Il ne dit jamais ultimatum. Donc, moi, il faut m'expliquer que si demain, Sophie Binet, elle sort pour dire ultimatum, si Solidaire sort pour dire ultimatum, il faut m'expliquer sur quelle souveraineté, en fait, ils se sont permis de donner une stratégie qui n'a pas été validée par les instances nationales. Parce que la dernière instance nationale de la Confédération CGT, elle dit rien d'autre que 25 septembre, 3 septembre ou 2 octobre. C'est le mandat qu'a le Conseil fédéral, le bureau exécutif, le secrétariat où il y a Binet, Laurent Brun, etc., etc. C'est leur mandat. C'est pas ultimatum.
peut-être le mandat de la CFDT, c'est ultimatum. Mais si la CFDT elle veut faire un ultimatum et qu'elle veut sortir de l'intersyndicale, qu'elle sorte. Et on tirera les bilans de ce qui a tiré là-dedans vis-à-vis du rôle de la CFDT. Et donc, il faut voir ça aussi. C'est pour ça que ça ne sert à rien de dire les syndiqués, ils décident, c'est là-bas, c'est pas moi, j'ai pas le bouton de la grève générale. On ne trouve jamais le bouton de la grève générale, mais pour dire pause, ultimatum, ça, on n'a pas besoin d'attendre qui que ce soit qui décide. Ça, on décide à la place des gens. Donc non, moi je pense qu'on on est au démarrage de quelque chose d'important. On l'a dit, la crise du régime, elle est dans une profonde instabilité et que ça empêche toute résolution quelconque dans l'immédiat. D'accord, mais à un moment donné, les amis, si ça traîne et ça traîne et ça traîne, la résolution immédiate, moi je vous la donne, hein, c'est le Rassemblement national. C'est ça. D'accord ? Voilà, à un moment donné, c'est le Rassemblement national. Pour l'instant, vous voyez à quel point ils sont en difficulté. Hein. Le Pen, elle n'existe quasiment pas dans cette séquence. Bardella n'existe pas parce que ça leur fait mal, les mouvements sociaux immenses comme ça, ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas exister dans ces moments. Donc eux, ils attendent juste à quel moment tout ça va refluer pour pouvoir ramasser la fatalité, les trahisons de la gauche, les trahisons des directions syndicales. Oui, parce que les trahisons, elles sont des carburants pour le vote Rassemblement national et pour le soutien au Rassemblement national. Donc, il faut prendre conscience de toutes ces choses-là. Donc, moi, je dirais simplement 2-3 petites choses. Il nous faut construire une grève générale politique. Une grève générale politique, elle se construit sur 2 jambes, c'est-à-dire un plan de bataille et une stratégie offensive combinée à des revendications sociales et politiques. Elle ne peut pas être que sociale, elle peut pas, enfin, on n'a pas à discuter la régression sociale, le budget, l'austérité, etc. On doit aller chercher des véritables revendications. La fin de la réforme des retraites, c'est un minimum. La question des salaires, la question des minima sociaux, et porter un programme politique offensif sur la démission d'Emmanuel Macron, la question du génocide en Palestine, ça me semble être un minimum dans la séquence. Parce que les amis, on ne pourra même pas obtenir quoi que ce soit si en fait on accepte qu'à quelques heures en avion, il y a une population qui est massacrée et génocidée, qu'on n'arrive même pas à faire ça. Donc si vous pensez qu'on va faire tomber Emmanuel Macron, si on n'arrive même pas à porter la lutte contre le génocide, c'est très compliqué. Donc porter une grève générale politique comme stratégie de combat, les assemblées générales pour structurer cette lutte, ça me semble primordial. Donc moi je le dis et je le répète, comme je l'ai fait tout à l'heure au début de cette émission, il faut absolument que dans les boucles Telegram Signal, vous relanciez, posez des dates et faites en sorte qu'elles soient réussies. Faites en sorte de les militer. Les plus conscients, c'est la lutte, malheureusement, on aimerait que ça soit 100% des gens qui se mobilisent. C'est jamais comme ça, les amis. C'est jamais comme ça. Voilà. On peut rêver, mais c'est jamais comme ça. Il faut toujours, c'est pas une avant-garde éclairée, mais il faut toujours des gens qui aient plus d'abnégation, plus de détermination, plus de boussole pour décider de faire des efforts. Et c'est comme ça. Et moi, je pense que les plus convaincus des assemblées générales, s'ils sont déterminés, qu'ils tirent quelques tracts et qu'ils aillent differ au marché de Saint-Denis, au marché de la Villette, etc., dans les quartiers, devant les boutiques, qu'ils aillent discuter avec les gens en leur disant « Dimanche à 19h, il y a une assemblée générale, essaye de venir ». C'est comme ça. Pourquoi pour aller voter pour le député du Nouveau Front Populaire, on le fait ? Pourquoi c'est normal pour un député? C'est même pas toi, tu gagnes même pas un centime. Le gars, il va gagner 7 000 € par mois et tu gagnes même pas un centime. Et tu t'arraches les cheveux tous les jours. Le marché, le machin, il y a le marché, le porte-à-porte, le ceci. On va à la sortie du Carrefour, à la sortie du Auchan, et un meeting, et 2 meetings, et 3 meetings. Et tu t'arraches la tête pour qu'un député, il gagne de l'argent, il s'assoit dans un siège au Parlement. Mais pour ton avenir, pour construire une assemblée générale, quel obstacle, quelle barrière t'empêche de faire ça? Donc moi, je pense qu'on est capable de faire. Voilà. Il faut tirer aussi des conclusions positives. Oui. Des phases électorales, c'est qu'on a vu pendant les phases électorales de la dissolution, en 2 semaines, des équipes de 30-40 personnes dans différentes villes faire un battage médiatique incroyable. Aller sur les places, dans les jardins. Moi, je pense qu'on devrait faire ça. Si on a des assemblées générales marchantes qui sont l'aile marchande de la grève, qui construisent ça, l'auto-organisation, nous pouvons faire des choses immenses. Alors oui, ça ne sera peut-être pas que l'AG de Saint-Denis, elle rassemblera 500,
Mais au lieu d'en avoir 100 comme ça a été dans la semaine, peut-être il y en aura 200, 300 ou 400 personnes pour pouvoir discuter et s'organiser dans la suite. Donc moi, ça me paraît primordial d'imposer une parole par en bas. À la parole par en haut, qui est celle des directions syndicales, il va falloir qu'il y ait immédiatement une voix qui impose autre chose. Et moi, je pense que si on a réussi à imposer le 10 à partir de rien du tout, et franchement, on ne sait même pas c'est qui, tu vois, on ne saura jamais qui, et c'est l'œuf de la poule, etc., comme on dit, on ne sait pas. Voilà, peut-être il y a un génie, on n'a pas compris, il s'est dit, tiens, le 10. En plus, c'est même pas une journée ouf parce que c'est un mercredi, les gens, ils avaient leurs enfants et tout, on aurait même pu faire. Mais ça s'est imposé. Donc, comme quoi, il y a eu un alignement de planètes entre quelqu'un qui a tenté ce truc-là du 10 et l'écho que ça a rencontré vis-à-vis de la colère qui existait pour de vrai. Donc, moi, je pense que si on a été capable d'imposer le 10 à partir du vide sidéral, mais pas du vide politique, parce qu'il y avait un vide sidéral stratégique, mais il n'y avait pas un vide politique. Je pense qu'aujourd'hui, avec des assemblées générales qui existent dans un certain nombre de secteurs, qu'il y a eu une mobilisation qui a vu le jour, une deuxième mobilisation, des actions qui ont existé, même réprimées, je pense qu'on a quand même une petite masse critique pour quand même, si l'intersyndicale dit « salut à ciao bon dimanche », qu'il y ait une expression. Alors peut-être on ne s'entendra pas sur la date, 21 ou je ne sais quoi, ou je ne sais quelle autre date. Alors oui, peut-être il y aura une diversité de dates, mais moi je préfère une diversité de dates qui s'exprime plutôt que les gens ils disent « Ok, on va attendre de voir ce que va nous proposer Sébastien Lecornu ». Et ça, pour moi, ça serait la douche froide. Si après un mouvement du 10, l'explosivité de la journée aujourd'hui en pleine rentrée, on se retrouve avec demain les gens qui restent disciplinés et écoutent l'ultimatum. Voilà, moi je pense qu'on a un rôle central à jouer dans la période. C'est ça, c'est de lutter. Et j'ai pensé au 21 septembre. Mais le 21 septembre, on n'a pas d'opposition sur le 21 septembre. C'est clair et net que c'est un truc qui a moins de réalité, qui est milité de manière plus embryonnaire que n'a été le 10, qui a eu une réalité plus de masse. Le 21 septembre, de toute façon, nous on sera dans la rue parce qu'il y a une journée d'appel à la mobilisation pour la Palestine notamment, à la veille de la reconnaissance de l'État palestinien par Emmanuel Macron. Et vous voyez l'opération de nettoyage ethnique qui est en cours à Gaza, où en fait on a le porte-parole de Tsahal qui vient tous les jours nous expliquer que c'est un déménagement, voilà, qu'ils aident modestement les petits Gazaouis à déplacer juste leurs affaires pour leurs biens. Voilà, donc on a de la propagande quotidienne, alors que c'est un nettoyage ethnique. On veut vider la bande de Gaza totalement et définitivement pour la récupérer et l'annexer et qu'elle soit un territoire de l'État israélien. Et donc il faut absolument dénoncer ça, dénoncer ce qui est en train de se passer, dénoncer le deux poids deux mesures du discours d'Emmanuel Macron entre une répression féroce des personnes qui s'expriment en faveur de la Palestine, un silence assourdissant vis-à-vis de la protection de la flottille pour Gaza qui peut se faire attaquer à tout moment, dans lequel il y a des députés, des militantes, des associatifs et autres qui sont dans la flottille pour Gaza, et le président de la République, il ne dit rien, alors qu'on voit que l'État d'Israël, moi, il faut protéger la flottille, sérieusement, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Moi, quand je vois que l'État d'Israël est prêt à frapper à Doha, au Qatar, une réunion, les amis, enfin, on en a discuté la dernière fois avec des camarades, on a fait un react. Il faut se rendre compte que c'était une réunion de négociation. C'était les messagers qui étaient envoyés pour négocier. Ils ont profité d'une réunion qui était connue par l'État d'Israël, mais c'était une réunion de négociation de la fin du génocide. C'est pour trouver une sortie de cette guerre. Et ils ont profité de cet instant-là pour bombarder les choses. Et je disais notamment dans un réact que c'est assez dingue, parce que la personne des messagers, elle est un peu sacrée dans l'histoire. Je veux dire, même quand tu allais voir un roi ou je ne sais quoi, que tu envoyais le messager, c'est le messager du roi. Il a le droit à protection. Souvent, on voit même dans les films et même dans l'histoire, offrez-lui, donnez-lui une chambre et donnez-lui à manger, raccompagnez-le à cheval. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire même dans l'histoire la plus ancienne, on n'a jamais considéré que le messager, il fallait le tuer comme si c'était ton ennemi. En fait, lui, il vient juste délivrer un message. Eh bien, l'État d'Israël, les amis, ils ont profité d'une réunion de négociation pour
mettre la fin au génocide pour tuer ces gens-là. Ça montre qu'ils ne veulent pas la fin du génocide. Ils ne veulent pas d'accord. Ils veulent en finir avec le peuple palestinien à Gaza et donc il faut le dénoncer. Et donc quand moi je vois qu'ils sont capables de frapper un pays, qu'ils ont été capables de frapper un des bateaux de la flottille à Tunis, etc., ça m'inquiète énormément et on ne sait pas quel va être le sort que va réserver à la flottille Netanyahou. C'est pour ça que nous, il faut qu'on dénonce ça, qu'on les protège et dénoncer le 2 poids 2 mesures entre un Macron qui va se faire mousser bien à l'ONU, monsieur le président français qui est là du côté du peuple palestinien, mais qui en a rien à taper et qui continue à se satisfaire de dissoudre des associations ici, mettre derrière les barreaux des militantes et militants pour la cause palestinienne. Et donc le 21, moi personnellement, je serai dans la rue pour ces questions-là, mais de toute façon, on est des militants de tous les combats, j'ai envie de dire. Donc après, voilà. Pour la conclusion. Merci beaucoup. Non, mais juste pour ajouter quelques mots et puis synthétiser un peu sur votre propos, parce que je pense qu'il y a une idée importante sur laquelle tu as insisté, Laurent, c'est essayer de réinvestir ses AG et que la seule manière de ne pas être impuissant face aux annonces de l'intersyndicale, quelle qu'elle soit, et d'avoir des leviers, d'être capable de s'organiser, de commencer à proposer des choses, et aussi de mettre la pression sur les directions syndicales, c'est-à-dire ça va ensemble, à la fois s'organiser à la base, se donner ses propres perspectives, et puis aussi exiger, parce qu'on est plus fort quand on s'organise, exiger un vrai plan de bataille, exiger qu'il se passe quelque chose, que nos cotisations dans nos organisations syndicales, elles servent à la lutte centralement. Je pense que c'est effectivement une question centrale et qu'on devrait remettre sur la table justement comme un bilan de ce qui s'est passé entre le 10 et le 18. C'est-à-dire il faut que les AG ne s'arrêtent pas au 10 septembre, quoi. Sinon ce serait une mobilisation d'une date réussie, très bien, etc. Mais il y a beaucoup plus à apporter que ça. Et moi je trouvais important un truc que tu disais tout à l'heure, Anna, sur la question des revendications, quoi. C'est-à-dire... Le fait que tout le monde puisse coller ses revendications dans le mouvement, c'est un truc progressiste. Mais le fait que le mouvement il ait pas de revendications, ça peut être aussi un truc qui permet à n'importe qui, et notamment à l'intersyndicale, de le cadrer dans un sens, quoi. Parce que la manière de diriger des organisations syndicales, c'est pas juste de poser des dates, c'est aussi de fixer pourquoi on se bat, quoi. Et donc moi je pense qu'effectivement, à un moment donné, structurer des revendications à partir de revendications qui parlent à tout le monde, qui sont le plus large possible et qui articulent toutes ces questions, c'est-à-dire la question des salaires, la question de la précarité, la question des retraites, mais aussi la question de la démission de Macron, etc. C'est une manière de renforcer le mouvement parce que ça permet aussi de consolider d'une certaine manière cette composante un peu autonome qui existe du mouvement social, qui s'est fondé pendant l'été, ces AG, etc., de leur donner un peu une orientation commune. Et ça peut cimenter aussi une mobilisation, et ça permet aussi de dire, le jour où, je sais pas, l'intersyndicale négocie avec le Cornu, ça permet de dire, non, en fait, nous, on est sur cette revendication. Par exemple, sur la réforme des retraites, on n'est pas, je sais pas moi, peut-être le Cornu, demain, il va dire 63 ans. Peut-être, on ne sait pas, ils sont dans une crise énorme. Ils peuvent lâcher des choses pour que les choses se calment, quoi. C'est évident que nous, il faut qu'on puisse dire non, retraite à 60 ans, non seulement abrogation de la réforme, mais retraite à 60 ans. Peut-être demain, on parlait des riches, peut-être demain, ils vont proposer une taxe sur un très très petit segment des riches et sur des montants infimes, mais un petit peu supérieurs à ce que payent les riches aujourd'hui. Enfin, la taxe Zuckman, c'est pas grand-chose, hein. C'est pas la révolution. Et d'ailleurs, le Gabriel Zuckman, c'est pas un bolchevique, quoi. Vraiment pas. Thomas Piketty non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas un hasard si aujourd'hui c'est le PS qui est le parti qui porte le plus cette revendication. Donc à un moment, oui, il faut dire que non, ça ne suffit pas, qu'il faut s'attaquer au patron plus fort que ça, etc. Et sans présager un peu des réponses, même si nous, il y a plein de choses qu'on discute. L'Assemblée unique sur la question des revendications démocratiques, c'est-à-dire que pour nous, c'est important que la démission de Macron, ça aille de pair avec des revendications démocratiques radicales, parce que sinon, implicitement, ce que tu dis, c'est qu'on peut avoir un autre président derrière et qu'en fait, on pense qu'on pourrait arracher beaucoup plus que ça. Mais voilà, il faut discuter toutes ces choses-là. On aura l'occasion d'en discuter. Et je voulais remercier tous les camarades qui sont venus et surtout Laurent, parce que c'était la première fois
que tu venais. Super sympa, super intéressant. Je connaissais pas, ok. Intimidant quand même, hein, j'avoue, hein, c'est pas rien, quoi, mais j'ai appris beaucoup de choses. Merci à vous. Merci à toi. On aura l'occasion de rediscuter de tout ça. Et je voulais inviter tout le monde à un événement qu'on fait pour les Parisiens. Parce que pour discuter un peu de toutes ces questions, le 27 septembre à 18h, on organise une grande assemblée ouverte dans une grande salle pour discuter un peu de c'est quoi la suite pour le mouvement et aussi c'est quoi Révolution Permanente. On a intitulé l'événement du 10 septembre à la grève générale politique, affronter Macron, reconstruire une gauche révolutionnaire. L'idée, c'est de parler à la fois du mouvement, de la lutte, de ce qu'on fait depuis le 10 et avant, les AG qu'on organise, les actions qu'on organise, ce qu'on fait dans les facs, ce qu'on fait dans les lycées, etc. Mais aussi de discuter, c'est quoi RP, pourquoi on fait ça, au service de quel projet, qu'est-ce qu'on défend comme stratégie, qu'est-ce qu'on a fait par le passé, qu'est-ce qu'on veut faire pour le futur, pourquoi on pense que c'est important qu'il y ait des organisations politiques avec une perspective qui soit autre chose que justement les perspectives institutionnelles, mais qui pensent leurs perspectives dans les usines, dans les facs, dans les lycées, dans les quartiers populaires, etc. On va parler de tout ça. Ça se passe à l'Espace Charenton, dans le 12e arrondissement, à partir de 18h le 27 septembre. Laurent est évidemment invité. Merci. Et puis, vous êtes toutes et tous invités à venir, que vous connaissiez RP ou pas, que vous découvriez. On va discuter de plein de choses, ça va être passionnant. Il y aura Anas, il y aura Elsa Marcel, il y aura sûrement des invités de différents secteurs qui vont s'exprimer à la tribune. Et donc, voilà, je finis sur ça. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Vous avez été plus de 800 ce soir à nous suivre en direct sur les différentes plateformes. On revient très très rapidement avec une nouvelle émission pour débriefer le plan ou le non-plan de l'intersyndicale, pour discuter de la suite de la mobilisation, de la crise politique, de la situation aussi en Palestine et de la situation de la flottille qu'on suit avec attention, parce que vous savez peut-être qu'on a un de nos camarades du Brésil qui est sur un des bateaux, sur le Sirius, qu'on salue d'ailleurs, et puis on salue évidemment tous nos camarades de lutte, on va dire, Rima Hassan, Adèle Haenel, et toutes celles et ceux que j'oublie, parce qu'ils sont des centaines sur cette flottille à naviguer. C'est la plus importante. Thomas Guénolé. Voilà, il y a même Thomas Guénolé. Bon, je sais pas si on le salue. Il était sur TPMP, là il est dans une flottille. J'ai vu ça aussi. Mais voilà, on aura l'occasion de discuter de tout ça. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci aussi Irène, merci Anas. Et à la prochaine. Salut. Salut. Salut.